Voilà. Bon, bah écoutez, bonjour. Aujourd'hui, donc, nous avons un atelier de l'impossible et notre sujet, c'est l'aide à la PME. En fait, de plus en plus, on entend des PME nous dire, bon, il y a beaucoup d'aide, mais on ne peut pas y avoir accès. Donc, Véronique Gricourt est là pour nous dire comment faire. Et nous avons aussi invité 5 grands témoins pour qu'il parle de choses concrètes, qu'il lui pose des cas concrets. Voilà. Ben, merci à tous. Et ce que je vous propose, c'est de démarrer par un petit tour de table rapide. Voilà. Peut-être Véronique, en 2 mots. D'accord. Merci Christophe, merci pour votre présence. Véronique Gricourt, je suis présidente de la société Hypatie que j'ai créée il y a maintenant 2 ans. J'accompagne les industriels particulièrement, mais d'autres types d'entreprises aussi, dans l'accélération et le développement de leurs projets innovants par le décryptage et la mobilisation de leur écosystème local, en particulier par la recherche de financement pour accélérer ces projets. Et je fais la même chose du côté collectivité, c'est-à-dire que j'aide les collectivités à bien comprendre quels sont les besoins des industriels pour les accueillir sur leur territoire ou pour les accompagner de façon encore plus efficace. Et une autre de mes casquettes, c'est d'être administratrice et référente du collectif Startup Industriel France. Voilà, donc vous l'aurez compris, mon fil rouge, c'est les territoires, en particulier les territoires ruraux, l'industrie et le lien entre les deux. Voilà, Bien, merci. merci beaucoup. Alors, qui ensuite peut-être Thierry Kieffin? Ah, Thierry, Oui, j'avais mis le micro, j'avais enlevé le micro. Oui, bonsoir à tous. Thierry Kieffin, je suis entre autres manager de transition dans l'hôtellerie. Je m'occupe également de développement durable avec un label qui s'appelle La Clé Verte pour tout ce qui est hébergement et hôtellerie. Et aujourd'hui, j'ai un projet d'entreprise dans le tourisme et on s'amuse avec les routes pour faire vivre, comme le disait Véronique tout de suite, nos territoires et essayer d'amener des activités au travers de nos territoires français, territoires ruraux français notamment. Voilà. bien, ben, merci beaucoup. Alain Martineau? Inoka Martino, bonjour. Donc moi je suis entrepreneur du paysage à côté des Sables d'Olonne en Vendée et donc très engagé sur le côté environnemental aussi. On est sur un projet d'agrandissement de bâtiments couverts en photovoltaïque. On est en train de voir aussi pour blanchir les toitures pour diminuer la chaleur l'été et puis végétaliser et enfouir une grosse réserve d'eau sous l'agrandissement du bâtiment pour pouvoir être autonome en eau l'été pour l'arrosage de nos plantes et de nos espaces devant. Voilà, entre autres, et aussi diminuer notre emprise sur je voulais agrandir, acheter du terrain, mais puis on est maintenant plutôt sur de la pratique verticale, donc faire du stockage vertical. On Merci. est en train d'avancer là-dessus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors peut-être Vincent Bracard. Oui, bonsoir. Donc, Vincent Bracard, donc, directeur financier de Turbine Casting. Donc, nous, on est une entreprise qui intervient sur de la fonderie à cire perdue, donc pour le marché de tout ce qui est turbine à gaz. Et donc, on développe une nouvelle ligne de production, ce qu'on appelle la solidification dirigée. Et donc, on est en recherche voilà, de partenariats et de développement pour accroître notre activité et élargir notre portefeuille pour nos clients. Ben, merci beaucoup. François Pourreau? Alors moi, je suis un ancien entrepreneur. Je dirige des sociétés. Je les ai cédées à mes salariés il y a 3 ans. Et aujourd'hui, je me positionne comme accompagnant d'entrepreneurs et prise de participation en tant qu'investisseur dans différents domaines où j'essaye de comprendre ce qui se passe. Donc, ça peut aller de la petite start-up industrielle à des sociétés de services ou des sociétés en retournement. Bien, merci beaucoup. Et Florestan Johannes? Bonjour, je suis pour ma part responsable méthode au sein de la société Gerresheimer, société qui fabrique des flacons de vaccins en verre. Et donc, on a comme principaux projets pour l'année qui arrive et les années futures de réduire d'une part
notre impact environnemental, puisque transformant du verre, on consomme énormément d'énergie. Donc, des projets d'amélioration de nos lignes en termes de performance énergétique essentiellement. Ouais. Merci. Bon, maintenant, la parole est à Véronique Gricourt. Véronique. Oui, merci. Merci à vous. On voit qu'on a effectivement des profils et des structures et des activités bien différentes. Donc, ça sera très intéressant. Deux industriels principalement, tourisme et puis investissement potentiellement sur l'industrie aussi. Donc, intéressant. On y va. Alors, je vous partage. C'est tout bon? C'est bon. C'est bon. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est de faire rapidement une présentation sur les appels à projets, qu'on appellera ici AAP pour faire plus court, encore un acronyme, et en quoi ça peut être un levier pour mobiliser des fonds publics et surtout financer vos investissements et innovations. Voilà. Bon, rapidement, si ça vous intéresse, je peux vous retracer très rapidement le contexte du financement public de l'innovation, ce que sont les appels à projets, comment les sourcer, c'est-à-dire où aller les chercher, comment les identifier. Ensuite, ce qui est très important, c'est vous avez un appel à projet, enfin, globalement, un cahier des charges d'une aide publique, comment le décrypter, comment préparer votre dossier en conséquence, et ensuite, quel planning, quel plan de travail. Et une chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est comment booster votre dossier et lui donner des chances de réussite en s'appuyant sur votre écosystème local. Ça vous va jusque-là? Oui. Quelques éléments sur le financement de l'innovation. Alors, la France se situe parmi les pays de l'OCDE ayant le plus haut niveau de soutien public à l'innovation. On est passé de 3 milliards en 2010 à près de 10 milliards par an tout ça, en 2021, avec un nombre croissant d'entreprises soutenues. Mais si la France est souvent considérée comme un Eldorado des aides publiques, la multiplication des dispositifs, et c'est ce qu'a dit Christophe au départ, rend souvent difficile la recherche de financement pour les entreprises. Si ça vous intéresse, je vous enverrai toute cette présentation avec quelques éléments complémentaires en termes de biblio, et en particulier un rapport complet très très intéressant et très précis de la Cour des comptes de 2021. Alors, quand on interroge les entreprises en leur disant, bon, en leur demandant qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas ou peu ou que vous n'avez pas pu innover, on voit globalement que la partie difficulté à obtenir des subventions est quand même importante. 20% des entreprises citent la difficulté à obtenir des subventions publiques pour innover. Et cet obstacle, comme vous le voyez là, est d'autant plus important que l'entreprise a moins de salariés. Interrompez, ou vous me posez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure. Hein. Juste pour donner un ordre d'idée, quels sont les types d'aides? Alors, dans les aides publiques, on a ce qu'on appelle des subventions. Ça vous parle, j'imagine. Avances récupérables et des prêts. Alors, différence entre avances récupérables et prêts est assez... c'est le taux d'intérêt, finalement. Avance récupérable, c'est de l'argent à taux zéro. Et des prêts, c'est un prêt comme... vous connaissez bien le principe, j'imagine. Ce dont on s'aperçoit, c'est que, alors jusqu'à 2019, sur les aides publiques distribuées par BPI France, qui est quand même le plus gros opérateur, on avait un tiers de subventions. On voit qu'il y a quand même une augmentation de la part des prêts, et ça c'est non négligeable, et des avances récupérables. Et on voit que malheureusement, ce sont surtout les grosses entreprises qui bénéficient de ces aides. Même si les PME sont généralement et même souvent encore plus éligibles. Un petit bémol, ce sont les chiffres jusqu'à 2019. Ils ont sans doute un petit peu changé avec Covid, France Relance et maintenant France 2030. Mais voilà, c'est les informations que j'avais pu voir.
Donc, il existe du financement public, même lorsqu'on est une PMI, une PME. Comment s'en saisir? Qu'est-ce que peuvent nous apporter les appels à projets? C'est complexe, c'est long, mais ça vaut le coup. Mais ça doit concerner quand même des projets stratégiques de moyen et long terme. Faut pas envisager un appel à projet comme étant un moyen de financer un équipement que de toute façon on aurait déjà financé. En gros, c'est pas un effet d'aubaine, hein. Il faut vraiment que l'objet de la demande, on va y revenir un peu plus tard, soit vraiment bien ciblé et soit un investissement de long terme. Alors, qu'est-ce que c'est que les appels à projets? Les appels à projets sont lancés par des organismes publics ou privés, par exemple des fondations, pour sélectionner des projets dans un domaine précis, et en général des projets innovants. En gros, c'est vous avez une région où vous avez un organisme étatique ou para-étatique qui dit je veux financer des projets dans le domaine des énergies renouvelables et potentiellement encore un peu plus précisément dans le domaine du photovoltaïque ou de l'hydrogène, ou etc. Je vais lancer des appels à projets. Donc, il s'agit d'une problématique non résolue avec un cadre de réponse élargi et des financements sous forme de subventions, quelquefois avances remboursables. Enfin, en général, il y a les deux. Et ensuite, le processus passe par un processus de sélection avec un choix par un jury. Par rapport à un appel d'offres, parce qu'en général, souvent on confond appel à projet et appel d'offres. Appel d'offres, c'est un marché pour choisir un prestataire qui exécutera une prestation bien définie en amont. Un appel à projet, s'il y a une problématique, on veut trouver, enfin, l'organisme veut trouver des entreprises qui vont candidater et que l'organisme va financer. Donc, c'est un processus complexe et surtout avec une part quand même de subjectivité dans le choix final. Ça va jusque-là? Oui. Oui. Bon, une cartographie assez rapide des acteurs des appels à projets. Bon, vous avez principalement BPI. Vous avez l'ADEME, auquel on ne pense pas souvent, mais qui est de plus en plus présent sur les appels à projets. Et pour un champ qui est vraiment assez large, hein. Vous avez bien sûr l'État auprès du secrétariat général à l'innovation. Vous avez les régions, plus rarement d'autres collectivités locales. Vous avez l'Union européenne, bien sûr. Et puis ensuite, pour des secteurs plus spécifiques, vous avez par exemple pour l'agriculture, la mer, etc., France Agrimer, qui en fait opère les appels à projets pour le compte de l'État. Et vous avez aussi différents ministères, en particulier le ministère des Armées qui lance beaucoup d'appels à projets, et ça ne concerne pas que des projets d'armement. C'est-à-dire que ça peut être assez large. Le ministère des Armées est vraiment investi beaucoup sur l'innovation. Alors maintenant, on voit à peu près ce que sont les appels à projets, leurs objectifs. Je vais vous proposer ici quelques clés méthodologiques pour les identifier et surtout aller les chercher selon votre projet. Alors d'abord, justement, quel est votre projet? Quel est l'objectif de votre projet? Est-ce que c'est une innovation de rupture idéalement, ou pas que? Est-ce que c'est un développement de produit? Est-ce que c'est un démonstrateur? Est-ce que c'est du transfert de savoir-faire? Voilà, très important d'avoir un projet bien défini. Quel est le budget global de votre projet et quels sont les types de dépenses qui vont déterminer le plan de financement? Très, très important et de plus en plus important. Quels sont les impacts de votre projet? Impact en termes d'innovation, en termes d'économique, en termes de sobriété énergétique, en termes de réduction de l'impact environnemental, en termes de développement territorial, en termes d'impact sociétal. Tout ça doit être
étudié, précisé, démontré. Et quelle est l'incitativité de l'aide? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne sais pas si vous le savez, mais une aide publique, ça sert à quoi? Ça sert à dérisquer un projet. C'est-à-dire que les aides publiques vont là où les financeurs habituels, c'est-à-dire les banquiers, ne vont pas ou vont à reculons. Donc les aides publiques, c'est là pour amorcer, pour aller sécuriser, pour aller dérisquer, donc pour venir en amont justement des banquiers et autres financeurs. Donc quand on dit incitativité de l'aide, ça veut dire en quoi une aide publique va me permettre de développer mon projet. En gros, si je reviens sur l'exemple de tout à l'heure, je veux financer un équipement que de toute façon j'aurais financé, mais je vais chercher une aide publique parce que ça serait quand même bien. Si vous ne pouvez pas montrer que l'aide aura un impact, enfin une incitativité significative pour accélérer ou pour faire en sorte que votre projet puisse voir le jour, alors que sinon il ne verrait pas le jour, ou pour faire en sorte qu'il ira chercher d'autres partenaires, etc., à ce moment-là, ce n'est même pas la peine d'y aller. Je ne sais pas si c'est clair, cette notion d'incitativité. Et ça, c'est important de bien le démontrer et par des chiffres et par des tableaux précis. Tout va bien? Oui. Il y a toujours qu'un qui répond, hein. Alors, avant de venir au cahier des charges, où est-ce que vous pouvez trouver des appels à projets? Il y a différentes sources de veille. Il y a les acteurs institutionnels de l'accompagnement, je vous enverrai tout ça, hein, si vous voulez, des liens, etc. Il y a bien sûr aller chercher auprès de BPI, auprès de l'ADEME, auprès des régions, etc. Mais vous avez aussi, et maintenant, enfin, la lisibilité s'améliore quand même grandement ces dernières années, voire ces derniers mois, les services de l'État, c'est-à-dire que vous pouvez très bien aller interpeller, taper à la porte de votre préfecture, de votre sous-préfecture en disant est-ce qu'il n'y a pas des appels à projets qui pourraient m'intéresser. Vous avez aussi tous les clusters et pôles de compétitivité, on n'y pense pas souvent, mais ce sont des acteurs très importants dans l'éveil et puis surtout l'accompagnement au montage de dossiers et à la recherche d'appels à projets. Et puis, vous avez tout un tas d'acteurs privés, de cabinets spécialisés. Voilà. Et puis, tout un tas de newsletters aux services de veille dédiés. Si on veut rentrer maintenant dans le décryptage d'un cahier des charges d'appel à projet, quelle case votre projet va-t-il cocher par rapport à un cahier des charges? Je reviens là-dessus, je l'ai déjà un peu dit, mais je reviens. C'est d'abord, quel est le caractère innovant de mon projet? Et là, on peut même rentrer. Alors là, on s'adresse plutôt à des projets industriels, mais je pense qu'en termes de tourisme, on ne parlera peut-être pas de verrou technologique, hein, de TRL. Là, ça parlera aux industriels, ça parlera peut-être moins aux autres. On ne parlera peut-être pas du niveau de maturité, du niveau d'innovation en termes de TRL, mais même pour le tourisme, il faut montrer que votre projet a un caractère innovant. Il faut montrer l'état de l'art. Montrer que vous savez d'où vous partez, vous savez ce qui existe déjà sur le marché et montrer ce que votre projet va apporter. Ensuite, il faut démontrer que la capacité financière et opérationnelle de votre entreprise permettra de soutenir le projet. Je ne sais pas si vous connaissez la règle du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'en général, une aide publique de 1 euro doit venir s'appuyer sur des capitaux propres de 1 euro. Voilà. Donc, vous ne pourrez pas demander une aide publique de 500 000 euros si vous n'avez pas des capitaux propres de 500 000 euros. C'est la règle générale. Il y a quelques dérogations, mais c'est quand même assez rare. Ensuite, autre case, l'impact social, les emplois créés, les emplois maintenus, l'impact territorial, par exemple la territorialité des travaux, la réplicabilité. Pardon, Ouais. j'ai une question en fait, et qui revient avec le tableau qui disait que c'était les grosses entreprises qui ramassaient
le plus d'aide. Oui, Quand vous dites capacité financière de 1 pour 1, capitaux propres équivalent à l'aide financière. C'est justement là le problème. C'est que quand on est petit, et souvent la PME est sous-capitalisée. Et on est donc, d'accord. forcément, quand elle a des projets d'innovation, elle a forcément besoin d'un levier financier qui est beaucoup plus important que ses capitaux propres. Donc, l'aide financière, elle est inadaptée aujourd'hui, puisque il y a une distorsion entre capitaux propres, particulièrement les entreprises françaises, et la capacité d'innover. Donc, en fait, on est dans un cercle vicieux On est qui, bien d'accord qui alimente les grands groupes. ouais. Et c'est un de nos plaidoyers importants au sein du collectif Startup Industriel France et au sein de l'Alliance Start Industrie. C'est justement lever ce verrou-là, en particulier par l'appel à des fonds, etc. Mais pas que, lever ce verrou un pour un, oui, c'est quelque chose pour lequel on milite de façon importante. Mais vous avez raison. Alors après, malgré tout, beaucoup de nos PMI sont des filiales de grands groupes. Et je pense que là, pour parler de Turbine Casting ou Gerresheimer, c'est le cas, non? Non, Non, pas vous, non, non, pas non, non, on Turbine, ne fait pas pardon. partie d'un gros groupe. On va dire qu'on est là. On a une société sœur, mais qui est beaucoup plus petite. Donc, non, non. D'accord. Ouais. On a perdu Florestan, tiens. Non, on l'a perdu ou c'est moi qui n'ai pas le... Bon, c'est pas grave. Alors, oui, Je pourquoi reviens, je... pardon, de revenir Ouais, sur cette histoire des capitaux propres. On a un contexte encore plus grave, c'est que les entreprises ont forcément contracté des PGE, ce qui fait que leurs bilans sont pas bons et que forcément le niveau de capitaux propres s'est largement dégradé depuis 2019. mm, Donc, la capacité justement de faire du levier sur l'aide financière, elle est encore plus réduite aujourd'hui qu'hier. Et ce qui favorise d'autant plus les grands groupes. Donc, je dis qu'on est vraiment dans un cercle vicieux qui atomise la PME. tout à fait. Je suis d'accord là-dessus. Mais malheureusement, moi, j'ai pas de levier d'action, si ce n'est le plaidoyer qu'on porte au niveau startup industriel, mais voilà. En revanche, il y a quand même encore beaucoup de PMI, PME, qui ne connaissent même pas le système des appels à projets ou qui ne veulent pas y aller parce que c'est trop compliqué, alors qu'elles sont éligibles, en particulier en termes de capitaux propres. Et si les grands groupes sont aussi plus présents en termes d'utilisation des aides publiques, c'est aussi parce qu'ils ont la capacité à mettre des ressources humaines et techniques pour aller les chercher, et qui se donnent les moyens pour. Voilà, donc je suis d'accord avec vous, mais n'empêche qu'il y a quand même une bulle là à utiliser pour les PME, les PMI. Où j'en étais? Oui, une notion importante, la réplicabilité. C'est-à-dire, il faut montrer que votre projet pourra être réplicable dans d'autres entreprises, sur d'autres territoires, etc. Par exemple, par la constitution de biens communs ou autres. Mais voilà, encore une fois, si vous demandez une aide publique, il faut que ça participe au bien commun. Donc, il faut montrer que d'une façon ou d'une autre, ça ne va pas être que pour vous, que pour l'entreprise, voire que pour le groupe, mais que ça pourra participer au bien commun. L'impact environnemental, ça, je ne vous fais pas de dessin, mais ça, c'est devenu maintenant complètement incontournable, à la fois sur le plan de la réduction CO2, mais des économies de matière, d'énergie, etc. Et puis, il faut montrer quand même que vous serez capable de soutenir ce projet, que vous avez un business model qui va tenir la route et que ça vous permettra de vous différencier de la concurrence. Excusez-moi, je regarde parce que j'ai un message. Ah oui, c'est ça. Florestan qui me dit que son
son réseau, il relance et il nous rejoint. Voilà. Voilà. Alors, on y revient. Notion de typologie d'entreprise. Ça, c'est très important. Savoir dans quelle case votre projet, en tout cas votre entreprise, va rentrer. Donc, vous avez là affiché la définition de la PME au sens européen du terme. Ceci dit, quand on fait partie d'un groupe, selon le pourcentage de capitalisation, eh bien, vous serez requalifié en grand groupe. C'est-à-dire que là, moi, par exemple, j'ai travaillé avec une PME de moins de 250 salariés dans un territoire bien rural, mais qui fait partie d'un grand groupe. Donc, sur un appel à projet de l'ADEME, on a été requalifié direct, grand groupe. Et donc, ce n'est pas le même type d'aide, ce n'est pas le même montant, c'est pas. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est important à savoir dès le départ. Je vous enverrai toutes les définitions si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans le détail là. Alors, on a quelques clés d'analyse du cahier des charges. Comment préparer votre dossier et quelles sont les différentes parties? Tout d'abord, et ça vous servira à toutes les étapes, il faut décrire votre projet. En général, maintenant, c'est sous PowerPoint, ça peut être sous Word, etc. Mais vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'étapes qui nécessitent des échanges de vive voix, j'allais dire. Enfin, oui, de vive voix, mais maintenant souvent en visio. Mais donc, de plus en plus, on demande une présentation du projet en montrant que vous cochez bien toutes les cases du cahier des charges, ce qu'on vient de voir. Ne pas hésiter à faire du storytelling. C'est-à-dire quoi, ça? C'est-à-dire raconter une histoire que votre projet va permettre d'aboutir, de faire évoluer votre entreprise, voilà. Et surtout de montrer qu'il y a une équipe derrière ça et que vous avez toutes les ressources humaines qui vont permettre de porter le projet. Voilà. Ça va, ça vous parle Oui. mieux? Oui. Et puis, illustrer, visualiser, etc. Alors, une partie qui n'est pas très fun, mais qui mérite d'être étudiée dès le départ, c'est tous les justificatifs, de valider tous les justificatifs administratifs qu'on vous demande. Il y a en particulier un certain nombre d'engagements, voir si vous pouvez les tenir. Bon, je passe rapidement. Alors, la partie beaucoup plus ardue et fastidieuse, qui peut être plus ou moins fastidieuse selon les appels à projets, selon par exemple, l'ADEME est hyper exigeante dans ses tableaux, BPI l'est un peu moins, puis selon les services instructeurs. Vous avez des tableaux qui sont en général fournis en modèle et vous devez les compléter et il y a comment dire, un calcul automatique des aides potentielles, des compilations, etc. Enfin bon, bref, des tableaux croisés dynamiques qui vous sont proposés. Donc voilà, en général, ce qu'on vous demande, c'est de décomposer votre projet en termes d'allotissement, c'est-à-dire quels sont les différents lots, quels sont les éléments de financement, bilan prévisionnel, plan de financement, quels sont les impacts. Et là, vous pouvez en avoir des tartines en termes d'impact. Le rapport entre l'aide et les fonds propres et le calcul de l'incitativité de l'aide. Dans votre dossier, une étape importante à préparer, c'est le pré-dépôt. C'est-à-dire souvent dans les grands appels à projets, pas que les grands d'ailleurs, on vous propose une première étape qui, avec les services instructeurs, souvent en visio, on vous dit, bon ben voilà, présentez-nous votre projet et puis nous, services instructeurs, on vous dira si vous pouvez passer à la case suivante, c'est-à-dire déposer un dossier beaucoup plus complet. Donc pour vous, c'est une opportunité de tester vraiment la construction de votre dossier, de tester vos arguments. Et surtout, enfin, pour moi, c'est important de retenir l'attention du financeur. Pour le financeur, ça permet d'écrémer, de présélectionner. Alors, ça veut dire qu'à cette étape-là, il faut avoir déjà fait pas mal de boulot.
et que si on vous dit bah non, c'est pas la peine d'aller plus loin, bah, vous aurez fait tout ce boulot-là pour rien, mais pas que pour rien. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez le refaire pour d'autres. Une fois que vous êtes entraîné à ça, vous pouvez le refaire pour d'autres. Et puis, vous pouvez revenir à un autre tour aussi. Encore une fois, je reviens aux clients de tout à l'heure. La dame nous a dit, ah ben non, là, votre projet, ça va pas, on n'a pas on n'a pas le plancher. Est-ce qu'on peut revenir en étoffant le projet? Oui, oui, vous pouvez revenir. Et on est revenu 3 mois après avec un autre projet. Voilà. Enfin, avec un autre projet, avec un projet plus complet. Alors, le planning et le plan de travail, je vais passer assez rapidement là-dessus, juste pour vous montrer un exemple de procédure de sélection. Donc, pré-dépôt, on l'a vu. Dépôt, la décision, la contractualisation, tout ça, ça peut prendre 3 mois, c'est très rapide. En général, c'est plutôt 6 mois, 12 mois. Alors, attention aux dates et aux heures et à l'heure. C'est-à-dire, si on vous dit c'est le 31 mars à midi, ce ne sera pas le 31 mars à minuit. Donc, prévoyez du temps, préparez-vous en amont, préparez à l'avance le dépôt en ligne, préparez votre fiche pour les auditions et un élément très important, la date de début des dépenses. C'est-à-dire que vous ne pourrez démarrer les dépenses prévues au budget de votre projet et que vous souhaitez faire financer que lorsque vous aurez un accusé de réception de votre dossier. Ça, c'est sûr et certain. Il y a pas, parce que nous, pour notre projet de développement de notre nouvelle ligne de production, on a déjà engagé les dépenses parce que il y avait, on va dire il y avait des équipements qui étaient à bas prix, et donc on a engagé déjà toutes ces dépenses. Donc, c'est à chaque fois Ah, vous constitué. verrez dans tous les règlements d'intervention, ça aujourd'hui, je ne connais pas de règlement d'intervention qui passe là-dessus. Bon, Non, non, mais c'est vrai que nous, voilà. on a profité d'une occasion hein, pour investir là-dedans. Donc, Ouais. on a réussi à autofinancer la partie équipement à hauteur de 50%. Mais du coup, c'est vrai que ça peut être un frein demain parce qu'on Ouais. aimerait bien monter un dossier. Mm. D'accord. Bon, ça, je vais passer. Alors, un élément, moi, qui me tient à cœur, comme je vous le disais, est-ce que vous pouvez, au-delà des aspects très administratifs, du cahier des charges, etc., est-ce que vous pouvez aller mobiliser des ressources autour de vous pour booster votre dossier? Oui, vous pouvez. Et je me suis rendu compte dans mes différentes expériences, que ce soit pour aider des entreprises à aller chercher des financements, que ce soit quand j'étais en collectivité locale, pour aller chercher des financements pour cette collectivité locale, pour des projets précis, que ce soit pour justement rédiger des appels à projets, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de ressources qu'on pouvait aller mobiliser. D'abord, les services du donneur d'ordre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter. Donc, les services du donneur d'ordre, c'est en gros les services de BPI, l'équipe de BPI dédiée à cet appel à projet, l'équipe de l'ADEME dédiée à cet appel à projet, l'équipe de la région dédiée à l'appel à projet de la région. Il ne faut pas hésiter à aller les solliciter, leur poser des questions techniques, de méthodologie, de procédure, des indicateurs aussi, de délai. Voilà, il ne faut pas hésiter à les harceler. Ouais. Et puis en plus, plus vous les solliciterez, plus ils vous auront dans la tête. Et ça, c'est jamais perdu. Les relais régionaux. Alors, les relais régionaux, j'entends par là les relais régionaux de BPI, les relais régionaux de l'ADEME, s'ils sont au courant, avec un point d'exclamation, voire d'interrogation, parce que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Quand on est dans une région, là encore, dans un département un peu paumé, le délégué local de l'ADEME ou de BPI, il n'est pas forcément au courant de l'appel à projet. Et puis surtout, en général, ce sont des équipes au niveau national qui instruisent et donc ils ne communiquent pas entre eux. Voilà. Bon.
Ceci dit, ce n'est pas une raison pour ne pas les solliciter et pas leur demander justement d'aller essayer de faire le lien avec l'équipe nationale. Ne pas hésiter à leur demander leur avis sur votre dossier, parce qu'ils ont en général à peu près le mode de fonctionnement de leur structure. Aussi, ce qui est très important de savoir, ils peuvent se renseigner là assez facilement sur le nombre de dossiers qui ont été déposés. Et donc, en gros, si vous avez une chance ou pas, si vous arrivez après les petits copains. Parce qu'en général, quand il y a beaucoup de dossiers, ben, c'est le premier arrivé, premier servi, même si en théorie, il y a d'autres critères. Et ne pas hésiter aussi à leur demander de relire votre dossier. Appuyez-vous aussi sur vos partenaires. Les partenaires dans la gouvernance du projet, dans votre groupe, si vous avez un groupe. Appuyez-vous sur vos fournisseurs aussi, sur vos clients. Je vais y revenir là. N'hésitez pas à aller solliciter les services, la préfecture, la sous-préfecture, la collectivité locale en leur disant, voilà, je réponds à un appel à projet. Si jamais vous avez un bon contact auprès de BPI, etc., est-ce que vous pouvez soutenir mon projet? Là encore, de toute façon, ça prend un peu de temps, mais c'est jamais perdu parce que au moins, ça fait parler de vous, ça fait parler de votre projet et ça augmente votre réputation. Pardon. Pardon, oui, Les CCI peuvent faire partie de ces gens-là? bien sûr, bien sûr. Les CCI sont même là normalement aussi pour vous aider à détecter les appels à projets. Alors, ils ne vous aideront pas à monter les dossiers parce que ce n'est pas leur boulot, mais ils peuvent vous donner un avis, bien sûr. Votre comptable, expert comptable, pour soit vous aider à compléter les fameux tableaux financiers, etc., soit pour, si vous le faites tout seul, vous donner leur avis. Appuyez-vous sur vos prospects et clients, en particulier en leur demandant des lettres d'intention sur l'intérêt de votre projet. Est-ce qu'ils seront prêts à acheter ou à... Enfin bon, vous ne leur demandez pas un engagement, vous leur demandez une lettre d'intention, une lettre d'intérêt. Et ça marche bien. Allez solliciter aussi les réseaux d'entreprises, donc les réseaux voilà, type MEDEF, ou je reviens au cluster, club de compétitivité, pôle de compétitivité, etc. Voilà, pareil, n'hésitez pas à demander des appuis ou des lettres d'intérêt ou des portes d'entrée. Voilà. Et les bureaux d'études, alors pourquoi les bureaux d'études? Parce que chose que j'ai passée rapidement tout à l'heure, il peut y avoir des prérequis, c'est-à-dire il est parfois nécessaire de faire des études préalables, techniques, environnementales, pour soit rentrer des chiffres dans les fameux tableaux, soit pour donner de la crédibilité à votre projet. Donc ça, vous allez solliciter des bureaux d'études externalisés pour ça. Donc, assurez-vous de la qualité des bureaux d'études, de sa localisation. Plus ça sera local, mieux ce sera. Mais ça ne doit pas nuire à la qualité, à la renommée, etc. J'ai une petite question au sujet des bureaux d'études. Ouais. Par définition, ils arrivent avant le dépôt de dossier. On est Oui. bien d'accord. Donc, ils arrivent avant les financements possibles et avant la prise en charge possible. Oui. Donc, ils ne sont pas pris en charge par l'aide dont on peut bénéficier. En théorie, non. En théorie, non. Maintenant, certains, et je me souviens de Bruno Bonnel, SGPI, qui pestait contre ça en disant l'appel au bureau d'études qui est réintégré dans les financements. Enfin voilà, ça peut Parce être, que ça peut être des budgets énormes. ça peut être intégré dans des dépenses plus ou moins cachées. Ceci dit, il y a, et j'allais y venir, voilà, justement, vous voyez comme quoi vous faites les transitions. Vous avez quand même des aides financières en dehors de ces appels à projets, en particulier régionales, pour justement aller solliciter ces aides préalables. Hein, que ce soit les DIAC, décarbonation, aide à l'innovation, aide au conseil, voilà.
Donc ça, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Et ça, alors, avec un tout petit bémol, c'est le fameux régime des minimis, c'est-à-dire le fameux régime européen des minimis, c'est-à-dire que normalement, vous n'avez pas droit, selon votre catégorie d'entreprise, à plus de, par exemple, 200 000 euros d'aide publique tous les 3 ans. Et donc, il faut compiler tout ça. Et les appels à projets, ils rentrent souvent en partie, mais pas totalement dans ces régimes des minimis. Là aussi, c'est très compliqué. C'est bon, ça répond à votre question? Ouais. Donc, moi, il me semble que les appels à projets sont un objet incontournable de l'environnement des aides publiques et ça serait quand même dommage de passer à côté. C'est compliqué, c'est vrai, mais le bénéfice est important. Alors, à ce jour, c'était fin 2022, hein, il y avait quand même 55 appels à projets adressés aux entreprises dans le plan uniquement France 2030. D'accord? Donc, c'est quand même pas négligeable. Alors, avant de passer à autre chose, enfin pas autre chose, mais un petit exercice que je me suis prêté euh, suite à vos retours à mes questions, et je vous remercie tous de vos retours. J'espère que voilà, je vous ai un peu éclairé le panorama des appels à projets et que ça vous parle un peu plus et que vous aurez envie d'y aller ou en tout cas d'aller tester. Et je pense que, en tout cas, il ne faut pas oublier aussi que ça peut être un élément de flexibilité important dans cette période très difficile où on a une visibilité qui est quand même de plus en plus bouchée. Voilà, donc il ne faut pas ignorer ça comme outil à utiliser. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je ne sais pas si en termes de timing, Christophe, j'ai presque dépassé mon quota. Non, Pour non, le... c'est Pardon. bon. Alors, question. Oui, Alain Martineau. Sur le projet, quand on a des projets, on a un seul projet à la fois ou on peut avoir un panel de projets d'investissement globaux qui concernent l'entreprise? Alors, les deux. Les deux. C'est-à-dire que, encore une fois, selon l'appel à projet, je pense par exemple à... alors, je vais dire un peu, parce que je ne les connais pas tous dans le détail, mais je vais dire un peu par exemple justement votre projet panneaux solaires, etc. On peut dire que c'est simplement un investissement dans des panneaux solaires pour une entreprise et ça pourra rentrer dans un appel à projet de type ADEME. Voilà, j'y viendrai tout à l'heure. Ou bien, vous pouvez dire que c'est beaucoup plus large que ça. C'est quasiment un projet, et il m'a semblé comprendre que c'était un peu ça votre projet d'écologie industrielle et territoriale pour plusieurs entreprises. Et donc, ça peut être un projet groupé pour plusieurs entreprises pour réduire leur empreinte carbone ou réduire leur facture énergétique, ou etc. Et à ce moment-là, voilà, on rentre dans une autre configuration de projet et sans doute d'autres appels à projets. Ça répond à votre question? Oui. Et la deuxième, mais je crois que vous avez un peu répondu, est-ce qu'on peut cumuler les aides selon par rapport à ce qu'on disait à l'instant, l'origine du projet, est-ce qu'on peut avoir en même temps de l'UE, de la région, de l'ADEME, tout ça peut se cumuler? Alors, oui, au bémol près que je vous ai exposé tout à l'heure, c'est la règle des minimis. Donc, selon le règlement, ce qu'on appelle le règlement d'intervention, le régime, pardon, d'intervention de l'aide publique, ça rentrera dans les minimis ou ça rentrera pas dans les minimis. Et ça, je ne peux pas vous dire quel appel à projet utilise quel régime, puisque en plus, dans chaque appel à projet, vous avez en général 1 à 5 régimes qui sont utilisés. Donc, pour s'y retrouver, c'est voilà.
Eh oui. Ouais, oui, ok. Oui, je savais que c'était compliqué, mais vous n'avez pas démenti avec votre démonstration. Bon, moi qui voulais démystifier, c'est un petit peu. Là, mais D'autres questions? Oui, Vincent Macquart. Quand on parlait de BPI tout à l'heure et des régions, BPI, on le trouve aussi en région ou c'est vraiment une agence nationale pour déposer toute demande? Alors, non, BPI est très présent en région, particulièrement dans notre région, là, est assez efficace. Donc, vous pouvez, si vous n'êtes pas déjà identifié par BPI, parce Si, que, si. oui, Si, mais pour d'autres volets, si vous voulez, bon, c'était plus pour des aspects financiers de caution à l'international, ce genre de choses. oui, et puis c'est pas les mêmes interlocuteurs, mais Exactement. ça veut dire qu'ils vous ont quand même sous leur radar, dans leur radar, et ça c'est bien. Parce que malheureusement, ce qu'on peut constater, enfin malheureusement, et pas pour vous, mais ce qu'on peut constater quand même, c'est que les entreprises qui sont dans les radars de BPI parce que BPI a bien fait son boulot ou parce que, etc., bah, elles sont, moi je me souviens d'un industriel local, donc pas très loin de chez de Châlons, à l'autre extrémité du département, euh, il me disait, oh, mais moi c'est bon, hein, je ne fais pas de veille, etc. De toute façon, dès qu'il y a un truc qui sort, BPI vient me le dire. Donc ça, c'est bien, mais je trouve ça injuste parce que le petit copain d'un côté qui n'est pas dans les radars de BPI parce qu'il n'a pas innové dernièrement ou parce que, etc., eh ben lui, il n'y aura pas BPI qui viendra lui dire, bah tiens, il y a un truc qui vient de sortir, vas-y, quoi. Voilà. Bon, c'est mon coup de gueule du moment. Voilà. Mais donc, si vous êtes dans les radars de BPI, alors là, il faut en profiter. Il faut leur dire, ah bah tiens, j'ai un projet, etc. Est-ce que vous pouvez pas, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose? Voilà. D'accord. Et il faut monter au niveau bon, départemental un premier temps, mais très vite au niveau régional. De toute façon, là, je pense que vous avez, bon, encore une fois, dans la région, on a des, que ce soit par Olivia ou par voilà, Olivia Innovation, on a des bons interlocuteurs. Sinon, vous pouvez passer par l'AER aussi, l'Agence économique régionale. Voilà. Oui, parce que pour la petite histoire, moi, je suis basée en Saône-et-Loire, donc Bourgogne-Franche-Comté, et Vincent est à Châlons, et Florestan est aussi à Châlons. Voilà. et Thierry est Donc, à Auxerre. ah oui, eh bien, écoutez, voilà. Ben, c'est bien, la région BFC est bien représentée, c'est très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant ou en laissant le temps de venir, moi, je me suis prêté un petit exercice en prenant trois exemples, trois de vos exemples. Je ne sais pas si vous voyez bien, par contre. Pas terrible. Alors, voilà, je vais... Si je dis, voilà, Turbine Casting veut lancer une nouvelle ligne de production. Alors, je n'ai pas les détails, etc. Et je fais, parce que j'ai accès à une plateforme, dédié, et je rentre un certain nombre de critères. Je dis, bon, voilà, quelles sont les subventions ou les appels à projets pour financer une nouvelle ligne de production? Les aides locales, les aides régionales, les aides nationales, etc. Selon Turbine Casting, c'est-à-dire le numéro SIRET et le code APE de l'entreprise. Ça, c'est très important aussi, le code APE de l'entreprise. Et ben, on voit qu'on a effectivement, là, le premier, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté, mais en fait, c'est du FEDER, donc c'est des financements européens. C'est l'investissement stratégique dans les PME. Ensuite, on a un premier appel à projet, investissement d'avenir France 2030, projet d'innovation en région Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est le France 2030 régionalisé qui vient de sortir, qui est opéré par BPI France. Ensuite, on a un autre dispositif, aide à l'investissement matériel. Donc ça, ce n'est pas un appel à projet, ça, c'est de la subvention assez classique de la région. Un autre appel à projet de BPI, c'est soutien aux projets structurants de R&D, mais là, on est vraiment en amont, hein. C'est des démonstrateurs là, qui demandent. Un autre appel à projet pour lesquels ils cherchent des candidats, mais qui est assez compliqué, c'est l'appel à projet première usine. Bon, j'en ai d'autres comme ça, hein. Là, je vous ai mis que la première page. Voilà.
Et voilà, pour vous dire qu'il y en a, mais il faut aller les chercher. Si je dis ensuite, ben, il n'est pas là, Gerresheimer. Il ne nous a pas rejoint, Florestan. Gerresheimer, je n'avais pas jusqu'à tout à l'heure le projet, mais on était à peu près dans la même configuration que Turbine Casting. Donc, je pense que ça ne changerait pas trop de Turbine Casting. Voilà. Donc, je suis allée chercher du côté du tourisme, parce que c'est un sujet que je connais beaucoup moins. Mais voilà, j'ai tapé tourisme, j'avais pas de région préférée et je savais un petit peu ce que vous aviez en tête. Euh, voilà, donc j'ai sélectionné un certain nombre d'aides potentielles. Donc voilà, par exemple, véloroute et voies vertes, Ouais. mais en Bretagne, pas chez nous, en tout cas pas identifié. Dans d'autres régions, vous avez un pastoralisme. Et puis des choses. Alors, tout ce qui est tourisme, on sera soit sur, en général, soit sur des investissements pour les logements, Mhm. l'hébergement, voilà, les logements, l'hébergement, soit vraiment les infrastructures, type voilà, véloroute, voies vertes, etc. Là, j'ai vu qu'il y avait un truc intéressant, c'est études et travaux sur les monuments historiques, ça peut être intéressant. Euh, voilà, puis après, ça concernera les particuliers, mais il y a rarement pour des équipements. Voilà, je me suis amusée à ça. Ouais. Donc, maintenant, je vous retourne le micro Alors, ben, aux questions. merci beaucoup, Véronique. Donc, ce que je propose à nos témoins, c'est peut-être de présenter leur cas et puis leurs questions. Voilà, je ne sais pas, on commence peut-être par ceux qui ont le moins parlé, peut-être par François Pourreau, par exemple. François? Oui, oui, je suis là. Vous m'entendez là? Oui, Mhm. très bien. Bah, en fait, moi, je- mon projet, c'est plutôt de prendre des participations dans des sociétés et de les accompagner en tant qu'investisseur et manager. Donc, la partie subvention et l'aide à réaliser les projets, oui, elle intervient. Maintenant, souvent, ces sociétés, elles sont soit naissantes, soit en difficulté euh, pour diverses raisons. Donc, l'innovation est effectivement un enjeu et la capacité à financer les projets est un enjeu. Mais je suis quand même assez bloqué sur le fait que ce rapport de 1 pour les capitaux propres, c'est un peu la douche froide pour moi. Parce que ce soit une start-up, elle est forcément faiblement capitalisée, ou si la société a besoin de se repositionner parce qu'elle a des enjeux stratégiques qui passent par l'innovation. Je pense particulièrement à une société qui est dans l'aéronautique, donc 300 personnes, mais sauf que bah, elle a contracté un PGE de 10 millions, donc c'est difficile, et qu'il y a des négociations avec les pays ou avec Bercy. Mais pour pouvoir se positionner sur des projets avec des levées de subventions, bah, je ne la vois pas tout de suite, quoi. Et ça, en fait, c'est vraiment très dommage parce que l'enjeu, eh ben, il est de prendre des positions sur le marché à travers des projets d'innovation, mais bon, qui sont bloqués parce que les capitaux propres sont pas au niveau. Donc, que fait-on? Parce que c'est un enjeu national. La société dont je parle, par exemple, elle est euh, leader dans la fabrication d'éléments pour Ariane Espace. Et que ce marché est en train de se consolider et que vous avez des tas de fonds qui arrivent parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait une opportunité. Et donc, une PME va passer dans les mains d'un grand groupe. Alors, je suis issu de la PME, donc j'ai souvent eu à faire face à ce genre de mastodontes qui écrasent tout et qui ont forcément des ressources dédiées pour pouvoir avancer. Mais il se trouve que les grands groupes ont
en général une capacité à acheter des PME qui sont innovantes, mais ensuite l'innovation, elle perd un peu de son élan parce que ça s'est perdu dans une armée mexicaine, pardonnez-moi, mais voilà, pour ce que je connais dans le milieu industriel traditionnel. Alors, Véronique, Alors, encore une fois, je vais vous dire que je n'ai pas de réponse, si ce n'est peut-être deux pistes. D'une part, ne pas hésiter quand même à aller solliciter les services de BPI, etc. Parce que je vous disais tout à l'heure, c'est très rare qu'il y ait des dérogations, mais il peut y en avoir, donc on ne sait jamais. Ensuite, il y a des appels à projets qui peuvent avoir un régime spécifique qui soit dérogatoire. Et enfin, capitaux propres, les startups industrielles peuvent aussi aller chercher des capitaux propres, et vous êtes là en partie pour ça, auprès de financeurs privés qui ne sont pas des grands groupes et qui viendront faire effet levier, quoi. En particulier des fonds qui commencent, enfin, on essaye et qui commencent à s'y intéresser de plus en plus. Mais voilà tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ce sujet. Moi, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. On est tous bien conscients que c'est un problème, que c'est un gros problème, en particulier pour nos startups. On s'aperçoit quand même que le phagocytage de startups par des grands groupes reste d'actualité, mais est en train quand même, après pas mal d'excès, est en train de diminuer quand même. Bon, voilà, je reste toujours optimiste. Alors, je suis optimiste, mais il y a quand même beaucoup de bémols. J'ai un autre exemple, et en plus, ça tombe dans votre région. Je suis en train d'investir dans une start-up qui est née en Franche-Comté, mais elle est dans le cluster à Annecy. Donc, elle est en train de migrer de région. Oui. Mais un fonds de Franche-Comté va probablement rester. Et de l'autre côté, c'est autre chose. Et je voulais souligner l'importance de la BPI et de la dynamique de la BPI. Je peux vous assurer que quand on passe d'une région à l'autre, il y a on n'est pas dans une unité de service public. On est bien d'accord. Et des fois, ça crée quand même des désavantages compétitifs. Tout à fait. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport avec peut-être plus de, on va dire, enfin, bref, plus de pommade que vous, mais c'est vrai que BPI, oui, on a clairement. Alors, il ne faut surtout pas leur dire parce qu'ils s'énervent très vite quand on leur dit au niveau national, mais parce qu'on leur a dit, hein, Mais nous aussi. mais voilà. Mais oui, c'est vrai. Bien, alors peut-être Thierry Kieffin maintenant, le tourisme. Alors le tourisme, oui, on a beaucoup de petites entreprises dans le tourisme, et pour mobiliser des appels à projets, c'est un peu compliqué, d'abord parce que c'est des toutes petites entreprises, je reviens à ce que disait François tout de suite, le 1 pour 1, c'est compliqué. Voilà, je regardais le fonds tourisme il y a quelques jours. En plus, il y a souvent des minimums d'investissement. Donc, on parlait tout à l'heure d'études préalables. Moi, je fais des études préalables pour faire labelliser des établissements hôteliers. Les minima d'investissement sont tellement hauts qu'on ne peut même pas compter nos études préalables dedans, parce que de toute façon, ça ne sert à rien, on passe toujours au-dessus. Donc, les études préalables ne sont jamais financées et seront toujours financées par les petites entreprises qui ont ou pas les moyens. Et donc, ça pose des problèmes à ce niveau-là, c'est évident. Moi, quant à mon projet de développement d'une entreprise touristique, alors oui, peut-être l'innovation sur le côté rural et itinérance, mais là aussi, le 1 pour 1, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, on en parle avec Christophe depuis quelque temps.
Mais le 1 pour 1, voilà. Puis qu'est-ce qu'une innovation? Qu'est-ce qu'on va créer comme innovation? Dans le tourisme, beaucoup de choses ont été faites, si ce n'est tout. On va rajouter de l'itinérance. Mon projet, c'est de partir d'un point A à un point B avec des étapes au milieu. On innove pas sur grand-chose, si ce n'est sur le type d'endroit où on va le faire, mais ce n'est pas une innovation de fond. Le produit, je vais dire, existe déjà. Dans une autre idée, mais le produit existe déjà. Moi, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'innovation et comment on peut faire passer un projet innovant? Qu'est-ce qu'un projet innovant? Alors, j'avais pris la précaution tout à l'heure de dire à propos d'innovation que ça s'appliquait effectivement surtout à l'industrie, hein. Pour le tourisme, je pense que ce qui sera beaucoup plus... D'ailleurs, les appels à projets sont assez rarement identifiés innovation dans le tourisme, si toutefois il y a des appels à projets ou en tout cas les aides publiques. Mais en revanche, ce qui sera peut-être plus important, les autres indicateurs, les indicateurs d'impact, les indicateurs de réplicabilité. Et puis, vous pouvez quand même trouver de l'innovation. Vous venez de dire, c'est un produit qui existe, on le met ailleurs, mais bah, c'est peut-être une innovation en soi. Je ne sais pas précisément quel est le produit, quel est le service, etc. Mais voilà, vous allez peut-être justement innover parce que vous allez changer d'usage ou changer d'outil ou changer de destination ou changer, enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de tourisme, on parlera beaucoup moins d'innovation, on parlera beaucoup plus, je pense, d'impact et impact en particulier territorial. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup d'appels à projets sur la modernisation de bâtiments, l'isolation. Aujourd'hui, je travaille pas mal avec Oui. l'ADEME et on voit des choses sortir, mais bon, voilà, c'est vrai que l'innovation chez nous est un peu limitée quand même. Bah, très bien, donc peut-être... Alors, est-ce que vous avez une autre question ou est-ce qu'on passe peut-être à Alain Martineau? C'est bon? Non, c'est bon. Très bien. Alors, Alain Martineau, Oui, je vous écoute avec attention. Alors, oui, par rapport à ce que vous disiez là sur l'innovation et sur le service qu'on peut donner, moi, c'est plutôt un projet interne à l'entreprise, c'est-à-dire que je vais rien vendre. L'idée, c'était par rapport aux emprises agricoles notamment, de pas acheter un terrain à côté pour voir plus grand, pour s'étendre plus, mais de pouvoir faire du stockage vertical, c'est-à-dire globalement, on a calculé là, qu'on allait supprimer pas mal de palettes extérieures, clôtures, pavés, tout ça. Ça nous prend de la place et le stockage vertical, ça nous permet d'agrandir le bâtiment et de gagner encore 200 mètres carrés. Voilà. Et puis, on a cette problématique d'eau qui, pour moi, plus généralement dans le pays, personne ne s'y attache trop pour l'instant. C'est un peu comme l'énergie. Je pense que très peu de temps, l'eau va coûter très cher et on en aura pas. Donc, l'idée, c'est d'être un peu innovant là-dessus en stockant, récupérant les 800 mètres carrés de toiture que j'ai, l'eau et pouvoir l'utiliser en autonomie. Nos solaires, c'est exactement ça aussi, c'est d'être autonome et de pouvoir installer par le même biais des bornes électriques, voire des bornes électriques bidirectionnelles pour pouvoir réalimenter le bâtiment la nuit, notamment en chauffage, voire un peu de frais l'été, ou la journée aussi l'été. Et puis d'alimenter, on est en train de s'équiper tout en électrique, en véhicule, en matériel et tout ça. Donc encore, moi je voyais, hein, je suis vraiment sur le côté très environnemental. On est en train de désimperméabiliser et renaturer les parkings avec des produits locaux, notamment avec des ciments bas carbone et des pavés qui sont faits avec des coquilles d'huîtres. Donc, il y a pas mal, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure. Il y a plusieurs choses qui se mettent en œuvre sur un vrai projet global d'innovation et d'avancée, notamment environnementale et par rapport à notre métier, ça nous parle aussi. On plante des parkings sur des arbres, alors il y en a qui les enlèvent pour faire pour la biodiversité, mais aussi pour faire de l'ombre l'été. Et donc, j'ai tout ça mis bout à bout et c'est pour ça que je suis vraiment sur le côté très environnemental, mais le côté client, tout ça, c'est une image qu'on va donner. C'est aussi des exemples de ce qu'on peut faire chez eux. On n'est pas vraiment sur des produits à vendre en direct. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le projet peut être recevable ou pas? Je sais pas. Mais parce que donc, si je comprends bien, ces différents projets qui ont tous une cohérence, hein, enfin, il y a vraiment un fil rouge, mais Ils c'est un sont sur projet, le,
Ils sont sur le bâtiment de, comment vous dire? En fait, on est une entreprise de paysage, donc nous, on travaille en extérieur, on n'est pas une industrie avec une production interne dans le C'est bâtiment. ça. Voilà. Oui. Vous voyez? Donc, on a un Mais bureau d'études et puis salle de réunion, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour les collaborateurs. J'ai 25 collaborateurs, mais après, les gars sont sur chantier en journée. Donc, en fait, on est sur un atelier de stockage, principalement de réception de matériaux qui vont après sur les chantiers. La journée, moi, j'ai pas forcément de production directe. oui. De la directe. Donc, et le portage de ce ou ces projets est porté par votre entreprise de paysage, c'est Ouais, ça? alors, j'ai une SCI derrière. Ouais. Une SCI Ah, qui a le foncier, donc une entreprise. alors là, on touche effectivement à un élément qui est le code APE de l'entreprise. Ouais. Euh, Est-ce que votre entreprise de paysage est éligible à des appels à projets? Voilà, c'est vrai que ce sont Ah, faut commencer par ça, du coup. et aux aides publiques, ça sera effectivement pour certaines aides publiques, enfin pour une grande partie des aides publiques, ça sera en priorité des activités qu'on appelle productives, au sens industrie du terme. Maintenant, donc quand on parle des appels à projets, c'est principalement ça. Maintenant, ça n'empêche pas que euh, moi j'avais compris que c'était effectivement pour un pool d'entreprises industrielles. Bref, ce qui n'empêche pas que là, vous avez différentes problématiques. Vous pouvez aller chercher des financements auprès de l'ADEME. Il y a aussi une source qu'on oublie souvent, enfin, à laquelle on ne pense pas, c'est les agences de l'eau. Alors, pas seulement pour la partie directement problème en eau, mais enfin, problème d'approvisionnement en eau, mais toute la partie aussi évitement des pollutions, l'eau. Et là, les agences de l'eau financent pas mal d'études et financent même des investissements. Mm. Donc, ça vaut toujours le coup. Ils ne se font pas beaucoup connaître, ils ne se font pas beaucoup entendre, mais ça vaut toujours le coup d'aller les voir et de discuter de votre projet. Ils sont en général en plus beaucoup moins enfermés dans des cadres justement type appel à projet ou autre. Ils sont beaucoup plus ouverts. Donc ça, c'est une ressource intéressante. Véhicules, là, vous avez tout un tas d'aides publiques hein, pour l'acquisition de flottes, soit de transformation en électrique, soit d'acquisition de véhicules hydrogène. Il y a pas mal de choses là-dessus. Hein. Et là, ça concerne tout type d'entreprise. Une station hydrogène qui est en train de s'installer juste à côté. Et ben alors justement, alors là, s'il y a une station hydrogène, vous avez d'autant plus de chances d'avoir des aides pour justement acquérir des véhicules, puisqu'il y aura déjà l'approvisionnement qui sera identifié et sécurisé. Le problème, c'est que les véhicules que j'ai besoin, moi, ils n'existent pas en hydrogène pour l'instant. Ça va arriver rapidement. Pas encore, ça va venir, oui, mais pas encore, on est bien d'accord. Il y a l'électrique aussi, enfin bon, voilà. Ouais. D'accord, ok. Très bien. Et puis sur les panneaux solaires, c'est pareil, ça, il y a Euh, des choses. Et vous pouvez aussi, alors la porte d'entrée pour toute aide publique, c'est quand même la collectivité locale qui a ou n'a pas des aides. La compétence, une des compétences clés de votre collectivité locale, c'est-à-dire, c'est pas la commune, c'est ce qu'il y a au-dessus, la communauté de communes ou la communauté d'agglo ou la métropole, tout dépend où Oui. vous êtes. Elle a la compétence développement économique et en particulier aide à l'immobilier d'entreprise, en général en partenariat avec la région. Et aide à l'immobilier d'entreprise, ça veut dire si vous voulez construire un bâtiment ou le rénover, euh, vous pouvez faire appel à elle. Si c'est encore d'actualité, parce qu'il y a beaucoup de régions et de collectivités qui ont abandonné cette aide-là en 2023. Ouais, moi, je me suis renseigné là-dessus, c'était pas beaucoup. Bien. Alors, est-ce qu'on passe à Vincent Bracard maintenant et à l'industrie? Oui,
Si vous le souhaitez, ouais. Donc après, nous, en termes d'innovation, c'est pas vraiment de l'innovation, c'est vraiment du développement produit, hein, ce qu'on peut dire, parce que c'est quand même une technologie qu'on maîtrise déjà, ou c'est juste un changement dans le procédé de fabrication. Donc là-dessus, on peut pas parler d'innovation pure. En revanche, il y a quand même des impacts qui sont assez significatifs, aussi bien en termes d'impacts sociaux, puisque il y a quand même un plan d'embauche associé à cette nouvelle ligne de production qui est assez significatif. On a en plus les commandes clients, enfin, pas encore des commandes enregistrées, mais vraiment ce que vous parliez tout à l'heure, les intentions clients, on les a déjà. Et, et puis aussi d'un point de vue environnemental, où ça nécessite aussi un petit peu de génie civil de notre bâtiment pour maîtriser la technologie. Donc, on va dire que notre projet est assez complet. Nous, notre problématique, elle est vraiment sur le financement et que, voilà, d'obtenir des subventions par rapport au coût associé à ce lancement qui est assez exorbitant. C'est que de l'équipement ou il y a du foncier, de l'immobilier aussi? Non, non, que de l'équipement, puisque le D'accord. foncier, on a déjà la place, une partie du matériel. Non, c'est vraiment de la mise en service, enfin, une partie des équipements et la mise en service. Bah là, Tout ça, la clé, c'est la région, hein. ouais. C'est le conseil régional en passant idéalement par l'AER, l'Agence économique régionale. Ouais, mais la problématique, on va dire, qu'on a, c'est bon, suite aux résultats assez défavorables sur les précédentes années, dû au Covid, à une baisse, on va dire, une baisse de volume d'activité depuis quelques années. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les banques ne souhaitent pas forcément soutenir, BPI est un peu frileux aussi. En revanche, là, le marché est en croissance, en très très forte croissance, hein. Donc, on prévoit un doublement du chiffre d'affaires entre 2022 et 2023, par exemple. Donc, voilà, notre problématique aujourd'hui, c'est comment financer. Les clients sont prêts à acheter, on a une partie des équipements et voilà, qui peut nous supporter pour qu'on puisse Ouais, aller plus loin. Et là, c'est vraiment combler. Ouais. Alors, si vous voulez, d'un point de vue financement du BFR, on y arrive de notre côté avec les commandes clients, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais si on veut lancer cette nouvelle ligne de production, là, on n'est pas en mesure de le faire. Et ce qui est fort dommage, parce que les clients sont demandeurs et ils attendent que ça, et on n'est pas en mesure d'aller aussi vite qu'on le souhaiterait. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller revoir, à insister auprès de BPI, insister auprès de la région, parce qu'il y a l'aide à l'investissement de la région, là, hein. Il faut... Ouais, ouais, mais on est toujours quand même soumis au passif en fait, hein, de Ouais, l'entreprise et qui nous fait défaut en fait. Et ça, ouais. c'est assez problématique puisque on regarde le passé, en revanche, on regarde pas ce qu'on a en carnet de commandes et voilà, il y a quand même des perspectives qui sont assez fortes avec des commandes clients qui sont fermes, hein, qui sont contractuelles. Donc ça, on n'est même pas sur, sur un prévisionnel non fiable, on est vraiment sur du concret et du réel. Donc, c'est Mm. vrai que c'est assez problématique. Et- Petit commentaire là, parce que vous avez l'air d'être dans un domaine plutôt pour investisseurs, pour un François Pourreau de tout à l'heure, là. Parce qu'en fait, typiquement, si vous voulez, les investisseurs privés, justement, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent des projets de croissance, et ainsi de suite. Et généralement, le bon investisseur, enfin, je veux dire, il voit l'avenir, il voit pas le passé, quoi. Donc, est-ce que vous êtes allé, alors, sous le contrôle de Véronique, mais est-ce que vous êtes allé voir des gens comme ça pour, tu vois, c'est la logique du business plan, hein, vous êtes typiquement là-dedans. Vous avez en plus, vous avez fait l'étude de marché et tout le reste, puisque vous avez des clients qui sont prêts à y aller. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui serait possible? Alors, ce qui voudrait dire ouvrir votre capital, mais C'est la problématique aujourd'hui, la décision est de ne pas ouvrir le capital voilà, par choix d'actionnaire, de l'actionnaire. Donc, ouais. on essaie de trouver.
Mais oui, effectivement, vous avez raison. Ça passerait par là, mais on a quand même voilà, une entreprise un petit peu particulière, hein, de la fonderie à cire perdue, c'est pas commun. Et ouais, on a vraiment, comme on pourrait dire, c'est un, c'est un petit peu une niche quand même. Donc voilà, le souhait de l'actionnaire est de garder l'entière propriété. J'ai une question par rapport à cette activité très particulière. Vous connaissez Fauchon-Baudot? Oui, c'est nos fournisseurs. Oui. Oui, d'accord. Ok, voilà, c'était juste. Ça m'aurait étonné, mais voilà. D'accord. Bon, Marche. alors, est-ce que un petit mot de conclusion? Il y a encore une question, ou est-ce qu'on a terminé, on a fait le tour du projet, du problème plutôt? C'est bon? Bah, visiblement, tout est bon. Voilà, donc bah, écoutez, je vous remercie beaucoup tous, et puis on mettra sur le site YouTube, hein, on mettra l'accès au transparent, à la présentation qu'on vient de voir. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée.